Dans cette leçon, on va voir maintenant la bibliothèque Seaborn. Donc, on va visualiser les données avec Seaborn. Normalement, on a fait avec Matplotlib. Donc, maintenant, on va travailler avec Seaborn. Bien sûr, on peut utiliser Matplotlib avec Seaborn pour paramétrer les propriétés du graphique. Par exemple, le titre des labels des X et des Y, le titre du graphique, etc. Donc, dans cette leçon, on va voir bien sûr la bibliothèque Seaborn. On va voir comment l'installer. On va voir comment l'utiliser. Bon, l'utilisation avec soit un dataframe Panda, soit avec un fichier téléchargé depuis Internet ou un fichier local. Donc ça, c'est le jeu de données, dataset. Ensuite, on va voir bien sûr les fonctions de Seaborn, c'est-à-dire les différents types de graphiques d'après notre objectif. Donc le visuel donc d'après le visuel affiché, donc ça va utiliser à chaque fois un algorithme bien précis. Donc j'ai divisé cette partie en deux parties. Donc la première partie, je vais présenter les deux premières fonctions, donc pour tracer des distributions avec les fonctions d'exploit, etc. Et deuxième groupe pour visualiser des relations entre variables. Prochaine séance, donc on va voir les deux autres groupes. Alors, la bibliothèque Seaborn, c'est quoi? C'est tout simplement une bibliothèque basée sur Matplotlib, mais elle est plus évoluée. Donc, elle permet également d'afficher, d'exécuter des fonctions de statistiques et de les afficher sur le graphique. Elle est simple d'utilisation, bien sûr. Il suffit de lui faire passer le jeu de données et elle va s'occuper pour afficher le graphique, le visuel. Alors, elle est conçue pour travailler avec Panda, bien sûr, et ses structures de données, ça veut dire les séries, surtout les data frames. Bon, les data frames. En tous les cas, on doit avoir une structure bien précise. On va avoir un exemple dans lequel on va modifier le data frame pour le rendre compatible avec ces bornes. Alors, pour l'installation, soit à travers un Anaconda navigateur, vous allez dans environnement, vous allez sélectionner votre environnement, vous allez taper Seaborn, s'il s'affiche pour installer, donc ça veut dire qu'il est installé. Sinon, on va l'installer. Donc, à travers l'environnement, notre environnement, et en utilisant Conda, donc tapez Conda installe Seaborn dans l'invité de commande. Bien sûr, si vous allez lancer CMD, tapez cette commande. Sinon, l'invité de commande d'Anaconda, et vous allez taper cette commande. Sinon, si on n'a pas Anaconda, donc on va directement utiliser la commande de PyPy, donc pip install Seaborn. Après l'installation, bien sûr, on doit l'importer dans notre code pour utiliser ces fonctions. Voilà. Donc, j'exécute cette partie. Très bien. On peut maintenant, puisqu'on a on a installé, on a importé Seaborn, on peut l'utiliser donc pour cela. Donc, on doit passer par trois étapes, trois parties. La première étape, c'est la sélection d'un thème. Le thème pour le graphique, ça veut dire la couleur, les grilles, les tracés, etc. C'est la mise en forme. Ensuite, on va charger le jeu de données, bien sûr, le chargement d'un jeu de données, soit à partir d'un fichier ou à partir d'Internet ou bien sûr à travers un data frame Panda, bon, juste pour lorsqu'on le crée. Bien sûr, en général, on va charger les données à partir d'une source de données, donc soit un fichier texte ou CSV ou Excel, ou bien sûr les bases de données. Donc on a vu dans la science concernant lecture et écriture avec Panda, donc comment charger les données à travers une base de données. Bien sûr, pour le big data, donc on va utiliser les fichiers binaires, donc HDF5, pour traiter une grande quantité de données. Bien sûr, on ne peut pas, des fois, un jeu de données peut atteindre une taille de 9 gigaoctets. Donc si on a une mémoire moins de 9 gigas, par exemple, on n'a que 4 gigas, dans ce cas, bien sûr, on ne peut pas charger tout le jeu de données. Donc on va charger seulement des portions, des parties. Donc je vais vous faire un tutoriel pour voir ça, comment travailler avec le big data. Donc pour ne pas charger tout le jeu de données qui est volumineux, qui dépasse la capacité de notre mémoire, bon, sauf si on a une capacité de 16 gigas ou 32 gigas, dans ce cas on peut le charger, mais ça va prendre beaucoup de temps. Soit le temps pour le télécharger et pour voilà, pour
En tous les cas, pour l'utilisation après, donc il va être stocké dans la mémoire. Donc c'est bien d'avoir une mémoire plus grande, donc une mémoire de plus de 16 gigaoctets. Donc 32 gigaoctets, ça va. Voilà. Il ne faut pas oublier que Windows et les applications, ils utilisent une partie de la mémoire. Donc avec le jeu de données de par exemple 9 Go, donc ça va prendre beaucoup de place. Alors, en tous les cas, donc première partie, sélection de thèmes, deuxième partie, chargement de jeu de données, troisième partie, c'est la création du graphique, voilà. Et la création du graphique, c'est avec Seaborn, cette fois-ci, mais on peut utiliser Matplotlib pour le personnaliser. Bon, les titres, des axes, et le graphique, la légende, etc. Donc on va commencer par choisir par un petit exemple. Donc les thèmes qui existent, donc on a Dark Grid, White Grid, Dark et White. Ok, donc on va mentionner le thème. Donc soit on va utiliser le thème par défaut, donc on va écrire SNS, bien sûr SNS c'est l'alias de Seaborn. Hein. Donc importe Seaborn as SNS, ça c'est conventionnel. Donc SNS.set thème, donc ça c'est une méthode de Seaborn. Donc sans passer des paramètres entre parenthèses, ça veut dire qu'il va créer un thème. Il va affilier, il va assigner à notre graphique un thème par défaut. Sinon, si on veut paramétrer, préciser le thème, donc on va passer l'argument style égale dark grid et bien sûr palette égale set2 par exemple, ça c'est la palette de couleurs. Alors, Seaborn, il propose des fonctions, ok, donc il propose des fonctions pour tracer des distributions à travers les fonctions displot, isplot et kdplot. Hein? Kdplot, c'est tout simplement c'est isplot, mais plus lissé, hein? Lissé. Donc on va voir ça, le noyau densité kernel densité évaluate. Donc évaluation de la densité du noyau, voilà. Donc la deuxième groupe, catégorie de fonctions, c'est pour bien sûr visualiser les relations entre variables. Donc, tout dépend de ce qu'on veut afficher. Donc, si on veut afficher la distribution des variables, on va utiliser l'une de ces trois fonctions. Ok. Si on veut visualiser les relations entre les variables, donc on va utiliser ces trois fonctions. Si on veut utiliser, par exemple, visualiser la représentation des données catégorielles, donc catégoriel, ça veut dire textuel. Donc on peut utiliser ces trois. Ça c'est voilà. Là j'ai quatre fonctions. Donc il y a plusieurs. Hein. Ça, on va voir ces fonctions. Et pour afficher des matrices, on va utiliser ces deux fonctions. Donc des exemples. On va voir ce que veut dire matrice. Donc tout simplement c'est afficher les données avec des couleurs, une palette de couleurs, et plus la couleur elle est dominante, plus ça veut dire qu'il y a des valeurs, des variables de telle valeur qui prédomine, qui vraiment domine notre jeu de données. On va voir ça lorsqu'on arrive à cette section, lorsqu'on va étudier ce groupe de fonctions. Alors là, je vais utiliser le thème par défaut, ok? Mais si je veux le personnaliser, donc je vais exécuter ce code avec le style Dark Grid et le jeu de couleurs 7.2. Je peux mettre Viridis par défaut par exemple, Matplotlib. Donc cet exemple définit un thème, voilà, etc. Donc on va utiliser ces bornes maintenant avec un data frame. Donc, comment utiliser avec un data frame? Ça veut dire qu'on va créer un autre data frame, ok? Mais en général, c'est toujours, il va travailler avec des data frames parce qu'on va charger le jeu de données à partir, par exemple, d'une base de données. On va le mettre dans un data frame Panda. Donc on travaille toujours avec Panda. Mais là, je voulais dire créer le jeu de données, donc créer le data frame Panda, ensuite l'afficher à travers notre graphique Seaborn, avec Seaborn. Donc je vais importer Seaborn, je vais importer Matplotlib, PyPlot, donc j'aurai besoin pour paramétrer, le personnaliser avec les titres, et je vais importer Panda pour la création de data frame.
Bien sûr, je vais créer un data frame à travers un dictionnaire. Ça, c'est un dictionnaire. Donc, ensuite, df égale, je vais faire appel à la méthode data frame et je lui passe comme argument le dictionnaire. Donc là, j'ai un data frame df. Ensuite, je vais créer tout simplement le graphique. Je vais lui donner le nom de ax égale. Donc, j'appelle Seaborn et je passe la méthode bar plot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un graphique à barres. Donc, qui va afficher des barres pour chaque valeur à afficher. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher les catégories de notre dictionnaire. Donc, les catégories, c'est les X. Voilà. Donc, A, B, C, A, B, C. Donc, il se répète. En tous les cas, ça sont des variables catégorielles. Donc, texte. Donc, je vais afficher les catégories. OK? Ensuite, dans les Y, je vais afficher logiquement les valeurs pour chaque catégorie. Et bien sûr, je dois mentionner data, la source de données, égale donc, le data frame. Donc, où est-ce qu'il va trouver catégorie et valeur? Ça, c'est les noms des colonnes de notre data frame df. Bien sûr, après, je vais personnaliser le graphique avec, bien sûr, des méthodes de Matplotlib. Donc, notre graphique, notre axe plutôt, point, la méthode set, title, titre. Donc, on va lui donner le titre du graphique et set x label pour le x, les axes des abscisses et y label pour l'axe des ordonnées. Ensuite, je vais l'afficher et j'affiche le jeu de données, donc le data frame pour voir le résultat ensemble. Voilà, très bien. Donc, ça, c'est notre graphique, ok? Ça, c'est notre graphique. Ça, c'est le titre. Le jeu de couleurs et bien sûr le style. On n'a pas mentionné donc le style, donc il a utilisé le style par défaut. Ensuite, bien sûr, le data frame, donc c'est ce qu'il a affiché. Donc, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché les catégories, nos catégories, donc dans ce data frame. Donc, grâce à la fonction donc bar plot, ok? Normalement, bar plot, c'est représentation des données catégorielles. Voilà. Donc, on aurait pu ajouter ici la fonction bar plot, ok? Voilà. Une petite remarque seulement, vous remarquez qu'ici on a bien sûr trois catégories qui se répètent. Donc dans le graphique, il a sélectionné une seule catégorie A, B et C. Il a pris la valeur, vous remarquez ici qu'on a ce trait-là, il signifie quoi? Il signifie qu'il y a une sorte, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle la tolérance d'erreur. Donc il y a une erreur, et on n'a pas une valeur fixe. Donc on a un ensemble de valeurs qui ne sont pas vraiment, qui ne pointent pas vers une seule valeur. Donc il y a des minimums et des maximums. Donc ça c'est une sorte de marge d'erreur. Voilà, c'est la marge d'erreur. Elle est située normalement entre là c'est 10. Donc le minimum de cette marge d'erreur c'est 10. Et le maximum, normalement, c'est presque, donc ici c'est 12, c'est presque 12. Et si on voit dans le data frame, donc on a A et A. Le premier A a une valeur de 10 et le deuxième A a une valeur de 12. Donc vous voyez que il y a une variation entre les données de A. Donc il y a le minimum c'est 10 et le maximum c'est 12. Donc ça a une sorte de marge d'erreur. La même chose avec par exemple le B. Le B c'est 15 et le maximum c'est, on peut dire 17, 18, voilà 18. Donc le B c'est le deuxième, donc le premier B c'est 15 et le deuxième c'est 18. Et le troisième donc c'est le C. Le C on a entre 20, donc 20 et ça j'ai vu sur le tableau, donc c'est 22. Donc le C il prend deux valeurs, le 20 et le 22. Donc et ça varie. Donc ça c'est la variation de A. Ça part de 10 jusqu'à 12 à peu près. Voilà. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, je vais toujours créer un dictionnaire, mais cette fois-ci, il contient trois clés. La première clé, c'est les catégories. Bon, je vais utiliser toujours barplot. Donc, je vais utiliser barplot pour afficher les catégories, donc une fonction catégorielle. Donc, je vais afficher dans les X, je vais prendre les catégories. Dans les Y, je vais prendre des valeurs. Ensuite, je vais utiliser le sexe pour afficher deux graphiques dans un seul axe, deux tracés dans un seul axe. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un autre argument dans la fonction barplot qui va mentionner, qui va dire à notre axe
donner une couleur pour les hommes et une autre couleur pour représenter les femmes. Voilà. Alors, bon, ça c'est le dictionnaire, ça c'est data frame à partir du dictionnaire. Maintenant, on va créer le graphique. Donc, le graphique, c'est barplot toujours. Donc, SNS barplot. Je vais passer X, c'est les catégories, comme je vous ai dit. Le Y, c'est les valeurs. Et U, ça veut dire la couleur qu'il va assigner pour chaque catégorie. Pour chaque catégorie, pour les femmes et pour les hommes. Hein. On a plusieurs catégories A, B, C, mais on a pour les hommes, on a des A et B, C, et pour les femmes, on a des A et B et C. Donc, l'argument U égale sexe. Ça veut dire qu'il va donner deux couleurs pour chaque catégorie d'après le sexe. Et bien sûr, la source de données, c'est DF. Il faut mentionner ça. Ensuite, je vais utiliser cette fonction, ce code, cette ligne. Elle permet de faire quoi? Donc, ça, c'est un packaging. De Python, donc deux variables. Lorsque je déclare deux variables séparées par virgule, ça veut dire que ce code va générer deux valeurs. Donc c'est le unpackaging. Donc cette commande, donc ce code, elle fait quoi? Donc AX, ensuite fonction. Donc je vais faire appel à la fonction get legend handles labels. Ça veut dire que je vais récupérer la légende de mon graphique. Donc la légende du graphique, normalement, elle va avoir, puisque là, j'ai mentionné U égale sexe, donc il va, dans la légende, il va donner une couleur pour homme et une couleur pour femme. Mais, donc cette commande, elle va retourner deux objets. Le premier objet va être assigné à handles, et le deuxième objet va être assigné à labels. Donc le premier objet, c'est quoi? C'est l'encadrement. La légende, elle est encadrée. Dans la légende, on a par exemple, deux rectangles. Chaque rectangle, il représente une catégorie. Donc ça, je vais l'assigner à handles. Et le texte à l'intérieur de la légende, je vais l'assigner à labels. Donc pourquoi j'ai fait cette commande? Cette commande, tout simplement, elle permet de récupérer les objets de la légende, donc les formes de la légende et le texte de la légende et les couleurs, bien sûr, de la légende dans handles, la couleur et les formes et le texte dans labels pour par exemple, modifier la légende ultérieurement. Donc ensuite, voilà, je vais modifier la légende donc grâce à ces deux variables qui contiennent, handles contient les formes de la légende et les couleurs, et labels contient le texte. Je vais modifier la légende. Donc AX point, je vais faire appel fonction légende de AX, l'objet AX qui est un axe. Et entre parenthèses, je vais lui donner, bien sûr, il va garder les objets, les formes et la couleur. Mais pour le labels, il va modifier, donc au lieu par exemple de donner par défaut des noms de labels pour la légende, donc par défaut, donc je vais lui spécifier qu'est-ce qu'il va afficher. Donc étiquette homme, étiquette femme. Et bien sûr, le titre de la légende, je vais l'ajouter. Donc par défaut, il ne va pas ajouter un titre pour la légende, mais grâce à cette fonction légende, je peux ajouter un titre pour la légende. J'affiche le DF pour voir les résultats ensemble. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour la catégorie A, il a précisé pour vert, c'est homme, et orange, c'est femme. Et en plus de ça, étiquette homme, étiquette femme, et là, c'est le titre de la légende. Je pourrais, par exemple, afficher sexe. B, donc le vert et le orange pour chaque sexe, et le C. Voilà. Et bien sûr, les valeurs. Si j'enlève cette ligne de code et j'exécute, donc par défaut, voilà, par défaut il a donné sexe pour le titre et homme pour le vert et femme pour le orange. Vous voyez que j'ai modifié le titre et le texte, le titre et le texte pour chaque objet, donc chaque catégorie, et j'ai gardé bien sûr la couleur et l'encadrement. Voilà. Un autre exemple, donc je vais créer toujours un data frame, un dictionnaire et un data frame. Je vais créer un autre data frame et je vais l'afficher, donc voilà. Donc voici mon data frame.
Donc la différence avec les autres, c'est bon, les autres, j'ai pris des catégories et des valeurs, ok? Mais celui-là, il contient type, hein, et plusieurs colonnes, séries qui contiennent des nombres. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais bien afficher un graphique pour toutes les séries. Donc série 1, série 2, série 3. Donc, je dois modifier ce data frame pour le rendre compatible avec Seaborn. Comment ça? Vous voyez ici que j'ai par exemple homme, femme, homme, femme, homme, femme. Ça, c'est toute une colonne qui contient les deux sexes. Et leurs valeurs ne sont pas distribuées à travers plusieurs colonnes. Donc, les valeurs pour chaque sexe, ils sont donc regroupés dans une seule colonne. Donc si je veux faire la même chose avec, par exemple, les catégories A, B, C, D, E, comme ici, les catégories A, B, C. Donc vous voyez ici que j'ai A, B, A deux fois, B deux fois, C deux fois, et chaque valeur, elle est alignée, elle est contenue dans la même colonne, valeur. Mais dans cet exemple, j'ai 3 séries pour chaque type ou catégorie. Donc je vais afficher un graphique qui contient des catégories, toujours. Donc, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher leur valeur pour chaque série. Ok? Voilà. Donc, je dois faire en sorte que les valeurs soient dans la même colonne. Donc pour cette raison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un data frame qui contient toujours les types. Et les séries, je vais les regrouper dans une seule colonne. Donc cette partie va être au-dessous de celle-là, et cette partie va être au-dessous des autres. Donc comme ça, je vais avoir une seule colonne qui contient les valeurs pour toutes les catégories. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc tout simplement, je vais utiliser la fonction melt de Panda. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre comme argument le data frame que je vais le modifier. Donc, cette modification, je vais l'assigner à une autre variable data frame 2, df2. Donc, la source, c'est df1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter une colonne, il va la nommer type, ok? Et les valeurs, il va prendre les valeurs de série 1, série 2, série 3, il va les mettre dans une seule colonne. Ok? Donc, au final, j'aurai 2 colonnes. C'est id var et value var. De cette façon, je vais avoir un data frame tout simplement, voilà. Donc, je vais avoir un data frame qui contient les types. Et pour chaque type, j'ai la série et j'ai surtout la valeur dans une seule colonne pour toutes les séries, pour toutes les types. Ok? Donc lui, il va se débrouiller pour réorganiser le data frame. Donc de cette façon, j'ai un data frame qui ressemble à celui-là. Voilà. Et je peux bien sûr utiliser Seaborn donc pour afficher un graphique. Ce graphique, qu'est-ce qu'il va faire? La source de données c'est df2. Le X, c'est les types. Donc c'est les A, B, C, donc catégorie. Plutôt ici, c'est type. Mais en tous les cas, c'est un graphique, une fonction catégorielle. Donc c'est un graphique pour afficher des variables catégorielles. Les Y, c'est les valeurs. Et ensuite, bien sûr, U, c'est les variables. Donc la légende, il va afficher les variables, les séries. Donc normalement, j'aurai une légende qui contient série 1, série 2, série 3. Et dans le graphique, j'aurai 3 barres pour chaque type. Donc le type A, qui se répète 1, 2, 3 fois, j'aurai 3 barres. La première barre, c'est pour la série 1, deuxième barre, c'est pour la série 2, et troisième barre pour la série 3. Et chacune avec une couleur. Donc, c'est comme le sexe pour le data frame précédent. Ok? Et pour, bien sûr, chaque série, une couleur. Voilà. Donc, pour chaque type, j'ai 3 barres qui représentent chaque série avec cette légende qui est affichée, donc les couleurs pour chaque série. Voilà.
Donc là, vous voyez que des fois, le data frame n'est pas compatible avec Seaborn, donc je dois le transformer pour ensuite afficher, utiliser Seaborn. Donc vous pouvez visiter ce lien pour voir d'autres types de graphiques d'après votre jeu. En tous les cas, on va voir les les fonctions, les différents types de graphiques d'après les fonctions, donc avec les groupes. On va utiliser maintenant Seaborn avec un jeu de données à partir d'Internet ou à partir d'un fichier. Ok. Alors, maintenant qu'on a Internet, donc on va utiliser cette commande. Tout simplement, je vais créer une variable. Cette variable, elle va contenir un jeu de données qui va être téléchargé depuis Internet. Et ce jeu de données, il est connu pour être utilisé toujours avec des exercices de Seaborn. Donc, normalement, il est situé dans le projet Seaborn. Donc, il s'appelle Tips. Donc, pour charger un jeu de données, on va utiliser la méthode load dataset de Seaborn et je vais mentionner le jeu de données. Il y a plusieurs jeux de données, on va voir ça à travers les fonctions, les exercices, les exemples. Ensuite, je vais l'afficher, voilà. Donc, j'exécute le code et voici donc le jeu de données. Il contient 244, bon, à partir de 0, donc on a 244 lignes. Et ce jeu de données, il contient quoi? Il contient des colonnes, donc total bill, type, sexe, smoker, day, taille, size. Ça, c'est un jeu de données qui contient des données de restaurants. Donc ça, le total bill, c'est le total du repas. Donc soit un dîner, soit on a deux sortes de, je sais pas, c'est je crois petit-déj ou le déjeuner ou je sais pas. En tous les cas, deux types de repas. Soit petit déjeuner, soit des déjeuners. Voilà, deux. Et on a les jours. On a des jours, je crois, c'est samedi, dimanche, jeudi et vendredi, normalement. Et on a le sexe femme et homme, voilà, femelle, mâle. Smoker, est-ce qu'il c'est un fumeur ou non? Voilà. Donc, pour mentionner est-ce que le client est un fumeur ou non? Voilà. No, yes. On a le type, ça c'est le pourboire qu'ils vont donner aux serveurs ou aux employés du restaurant. Donc il y a toujours des pourboires, donc ils leur donnent des pourboires, chacun il donne un pourboire. Et là c'est le total de l'addition, donc combien ça leur a coûté le repas en total. Bien sûr, ensuite, ils donnent le pourboire. Donc, il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui ne donnent pas. En tous les cas, ça, c'est un jeu de données qui contient ces informations. Ça, c'est en dollars. Hein. Ça, c'est le prix en dollars. Par exemple, celui-là, l'addition complète lui a coûté donc le 16,99 $. Il a donné 1,01 cents comme pourboire au serveur. Ok. Celui-là, il lui a coûté 10,34, il lui a donné 1,66. C'est encore plus que, malgré que l'addition est moindre, mais le pourboire est supérieur. Donc chacun il donne, donc ça c'est une femme, ça c'est un homme, donc chacun il donne. En tous les cas, pourquoi on a chargé ce jeu de données? Pour voir à peu près, est-ce que quels sont les repas les plus consommés, donc d'après leur prix, quelle est la distribution des pourboires, qui donne le plus, par exemple, de pourboires, est-ce que les femmes ou les hommes, qui mangent beaucoup, est-ce que les femmes ou les hommes, qui fument beaucoup, est-ce que les hommes et les femmes ou les hommes, qui mangent beaucoup, est-ce que les femmes et les hommes, est-ce que les fumeurs ou non-fumeurs, qui donnent plus de pourboires, voilà, etc. Quels sont les jours pendant lesquels les gens donnent plus de, par exemple, de pourboires ou mangent le plus ou qui reçoivent le plus d'hommes ou de femmes, est-ce qu'il y a commande des petits déjeuners ou des déjeuners, en tous les cas, j'ai oublié le deuxième repas, donc voilà, très bien. Et ça, normalement, c'est le nombre de personnes, je crois. Hein. En tous les cas, ça, c'est le jeu de données qu'on va ensuite utiliser. Donc, le but, c'est comment voir comment télécharger ce jeu de données à travers Internet.
Et je peux également, si j'ai un fichier CSV, bien sûr, donc je peux créer le data frame, donc charger les données à partir d'un fichier sur le disque dur. Donc là, j'ai un fichier sur le disque dur qui est, je lui ai donné le nom de tips.csv. Donc je vais le charger. Donc je vais utiliser la méthode readCSV de Panda. Donc je vais le mettre dans une variable type tips2. Donc voilà, j'exécute et là, il a créé le data frame qui contient les données contenues dans tips.csv. Très bien, on a déjà vu ça leçon précédente. Vous obtiendrez ainsi un tableau de données contenant une série de données relatives aux pourboires laissés au serveur de restaurant par différentes personnes, classées par sexe, par type de repas et par coût du repas. Maintenant que vous avez donc examiné le contenu du data frame, on peut par exemple créer un graphique. Qu'est-ce qu'il va faire ce graphique? Donc il va tout simplement utiliser les données de tips2, donc le jeu de données qu'on a téléchargé. Ensuite, il va afficher le rel plot. Donc ça, c'est un autre type de graphique, rel plot. Je crois que c'est... ça, c'est normalement... normalement, c'est pour voir la relation entre les variables. Donc c'est... Voilà, relation entre les variables. Donc visualiser les relations entre variables. Donc voilà, le voici, le rel plot. C'est ça. Très bien. Donc on va utiliser le style rel-plot pour afficher la relation entre les variables. Ensuite, je vais utiliser bien sûr le jeu de données tips2. Pour le x, je vais mentionner le total bill, ça veut dire le total de l'addition, hein, le total du repas, combien il a coûté le repas au total. Et le tips, ça veut dire le pourboire qu'ils ont donné. Donc on va voir une relation, est-ce qu'il existe une relation entre le coût du repas, le coût total, la somme et l'addition, le prix du repas et le pourboire. C'est-à-dire, logiquement, plus le repas est, donc il débourse une somme importante, peut-être que le pourboire va être plus important. Donc, on va voir la corrélation, on a déjà vu ça, la corrélation entre, est-ce que ça va être une corrélation positive ou négative ou faible ou forte, proche de 1 ou proche de 0, voilà, on a déjà vu ça. Donc, on va utiliser ce graphique pour voir la relation entre les x et les y. Donc, entre le prix de l'addition et le pourboire donné au serveur du restaurant. Donc, j'exécute ce code. Alors là, il n'a pas affiché. Donc, des fois, je dois redémarrer le noyau de Python, sinon j'ajoute tout simplement show voilà, j'exécute, très bien, voilà, ah c'est bon, il a exécuté, il a affiché, donc normalement voilà. Oh. Ça fait rien. Je redémarre Python. Alors j'exécute, donc je dois charger les données. Maintenant je vais afficher le graphique. Très bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a affiché? Donc tout simplement, il a affiché la relation entre le prix du repas et le pourboire donné au serveur. Déjà là, on peut dire, en tous les cas, l'étude, on va voir ça dans une leçon, la leçon suivante, donc pour étudier, analyser les données avec Seaborn, donc à travers le graphique, mais on peut voir une sorte de une relation linéaire, presque une droite. C'est pas une parfaite droite, mais quand même, il existe une certaine corrélation entre les données. Donc, plus le prix du repas augmente, plus le pourboire il augmente. Donc, on peut dire que c'est une régression linéaire, donc une droite. Donc, on peut prédire à peu près pour n'importe quel repas. Donc, on peut prédire
le pourboire que le serveur, le client va donner au serveur. Donc, parce que tout simplement, on peut dire que les données sont, il y a une sorte de corrélation, elle n'est pas vraiment faible, mais elle n'est pas forte. Mais quand même, on voit qu'il y a une corrélation, donc une droite, voilà, une droite, voilà, une progression linéaire. Très bien. Voyons s'il existe une tendance maintenant différente entre les deux sexes. Donc là, on a affiché le total pour les deux sexes, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un graphique Seaborn, mais on va séparer, on va afficher pour les femmes une couleur et pour les hommes une autre couleur. Donc pour cela, on va utiliser toujours RelPlot, ok, relation, donc on va afficher la relation. Donc la source c'est toujours tips 2, le X c'est total bill, le Y toujours c'est le pourboire, donc ça c'est le prix du repas. Et ça, c'est le pourboire que le client va donner au serveur. Maintenant, pour afficher les deux dans un seul axe, donc, je vais utiliser bien sûr U. C'est, on va mentionner la teinte ou la couleur pour chaque. Donc, on va différencier ces points. Donc, une couleur pour les femmes, une couleur pour les hommes. Et bien sûr, le style, on va utiliser le sexe pour donner des styles différents, par exemple des points ou des X pour chaque sexe. J'exécute ce code et voilà. Donc on voit ici qu'on a des X et pour les hommes et couleur orange et des points pour les femmes. Donc ça c'est le style, ok. Donc on va différencier le genre de points, une sorte de nuage pour les hommes d'après le sexe. Donc on va différencier les points d'après le sexe. Et bien sûr, le U, c'est toujours le sexe pour différencier la couleur. Donc le style c'est là c'est X et là c'est point. Ça c'est le style. Donc on a mentionné sexe, donc il va différencier d'après le sexe. On aura deux styles et la couleur on aura toujours grâce à U, c'est la teinte, c'est la couleur. On va avoir deux couleurs parce que toujours c'est sexe et deux sexes. Si on a par exemple le U, on va mentionner une colonne qui contient trois différentes valeurs. Donc il va créer trois couleurs ou trois styles. Tous les cas. Ça c'est un graphique qui représente, qui donne des informations d'après le sexe. Mais toujours on voit que soit pour les hommes ou pour les femmes, il y a une régression linéaire. Donc il y a une progression linéaire, il y a une corrélation. Plus le prix du repas augmente, plus le pourboire augmente. Et bien sûr, surtout vous voyez qu'il y a une zone un peu dense. Donc elle est bien condensée. Cette zone, ça veut dire qu'il y a trop de personnes, soit hommes ou femmes, qui commandent des repas entre 10 et 20 $. Voilà. Donc la plupart des gens achètent, donc commandent plutôt des repas dont leur prix se trouve dans l'intervalle de 10 $ et 20 $ maximum. Voilà. On peut prendre des décisions à travers ça, par exemple. Proposer plus de, je sais pas, plus de. On peut par exemple prendre cette information voilà, par exemple concernant les achats, donc on va acheter plus d'ingrédients concernant les repas qui sont entre 10 et 20. On peut, voilà, et dans le cas où les gens demandent pour par exemple les repas rapides, donc on peut préparer plus de repas. Donc on va préparer plus de repas entre 10 et 20 $ que d'autres repas pour rapidement servir le client. Alors, maintenant, on va commencer les fonctions de Seaborn. Ça veut dire qu'on va commencer à parler des différents types de graphiques proposés par Seaborn.
Premier groupe de graphiques, donc on va parler des graphiques qui nous permettent d'étudier la distribution des variables ou d'une variable. Bon, bien sûr, la distribution, c'est-à-dire on va catégoriser ou créer des bacs. Hein, donc, on a déjà vu ça avec les histogrammes. Donc, voir la distribution des données. Donc, ça veut dire qu'on va grouper les données dans un seul groupe et on va lui donner une sorte de barre. Hein. La hauteur, c'est le nombre de groupes dans chaque bac, ou le nombre de valeurs ou d'observations dans chaque bac. Ok. Par exemple, on peut regrouper euh, les non pas les pourboires, mais par exemple, le prix total des repas, on peut voir leur distribution pour voir combien on a de repas consommés avec tel prix, etc. Donc on va voir un exemple. Hein. Voilà, donc ce groupe de fonctions, donc, il est utilisé pour visualiser la distribution d'une variable. Donc on va commencer par la première fonction, c'est histplot. Donc histplot pour histogramme, plot pour graphique. Donc un graphique histogramme. Non pas de matplotlib, mais de Seaborn toujours. Donc cette fonction, elle fait quoi? Elle permet de visualiser la distribution d'une variable numérique. Donc comment ça marche? Elle va créer bien sûr des bacs, des bins. Et pour chaque bac, elle va regrouper un nombre de valeurs qui se trouvent dans le même intervalle, hein, qui ont les mêmes, par exemple, caractéristiques, la même valeur, et elle va donner une hauteur. L'hauteur, c'est le nombre d'individus ou d'observations ou de valeurs dans le bac. Quand est-ce qu'on utilise ce type de graphique? C'est pour obtenir un aperçu rapide de la forme de la distribution, des pics, hein, et des valeurs aberrantes. Donc il y a des valeurs aberrantes. On aimerait bien les intercepter, voilà, pour voir la cause. Est-ce que un mauvais prélèvement, ou peut-être une erreur de frappe, ou peut-être l'instrument qui est défectueux, qui a capté l'information, l'observation, ou sinon, elle est réelle, elle est vraie. En tous les cas, les valeurs aberrantes, ça attire notre attention pour vérifier ces valeurs avant de les injecter, avant de bien sûr, faire nourrir notre modèle prédictif ou de classification, donc pour lui donner des valeurs, des données justes. Alors, on va créer un code. Donc, ce code, il fait quoi? Ce code, donc, il va créer un graphique qui va visualiser la distribution des montants des additions, ça veut dire le total bill, donc la somme, donc le prix du repas, et le jeu de données tips ou pourboire. Donc on va voir, donc ça va contenir le prix pour chaque repas et les pourboires. Donc comme on a fait déjà avec le relplot. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va importer les deux bibliothèques, pyplot et bien sûr Seaborn. On va charger le jeu de données tips, donc on a déjà à travers Internet, load dataset. Bien sûr, on va créer l'histogramme, donc histplot, donc SNS histplot. On n'a pas créé une variable accent directement. On va lui informer, donc on va lui dire que les informations se trouvent dans la variable tips, dans le data frame, et le X, c'est les total bill. Ah non, le tips n'a rien à voir, hein. N'a rien à voir le tips. Donc c'est seulement le total bills. Donc ça veut dire le prix du repas. Donc on va exécuter ça. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a affiché la distribution des repas. Donc vous voyez que directement, on a les repas entre 10 et 20, surtout normalement ça c'est 15. Donc les repas qui coûtent 15 $, bon, c'est pas 15 exact, hein, il y a un intervalle. Par exemple, entre, on peut dire, ça c'est par exemple 12,5, non, peut-être 12, non, 13, 13,3,
19,6 et 20. Voilà. Donc ça, c'est à peu près 13. Et ça, c'est 13. Ça, c'est 16. Donc entre 13 et 16, on a à peu près 14. Et donc entre 13 et 16. Donc les repas dont le prix est entre 13 et 16, donc surtout 15, donc, sont le plus commandés. On a presque 50. On est dans les 48 à peu près ici. 48 repas dont le prix est entre 13 et 16 dollars. Voilà, ce sont les repas les plus commandés. Ok? Il les a assemblés ici. Bien sûr, les repas dont le prix est entre là, normalement c'est 3, 6, 10, donc 3, entre 3 et 6. Par exemple 4 dollars, 5 dollars et sont les moins commandés, les moins consommés. Donc bien sûr, plus le prix augmente, plus les repas sont le moins commandés, donc à cause de la cherté, bien sûr. Ça, c'est des personnes aisées. Et ça, c'est des gens, par exemple, ils consomment moins ou n'ont pas assez d'argent, donc ils consomment, sont vraiment peu nombreux. Alors que entre 10, on peut dire que entre 10 et 28 ou 25 dollars, ça, ce sont les repas les plus consommés. Ouais. Donc ça, c'est le graphique Eastplot. Donc ça, c'est pour voir la distribution de l'addition totale. Alors ensuite, on va voir une autre fonction. On reste toujours dans l'analyse de la distribution des données. Les graphiques pour visualiser la distribution des observations. On va voir le KDE plot. KDE, c'est pour Kernel Density Estimate. L'estimation de densité du noyau. Pour directement vous faire comprendre c'est quoi ça. Donc, c'est un nom un petit peu barbare. De première vue, il est un petit peu compliqué, mais en tous les cas, ça, c'est en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce graphique, il va... ça sont des valeurs, on peut dire, des valeurs catégorielles. Hein. Non pas catégorielles, mais des valeurs non pas continues. Voilà. On peut dire que catégorielles. Ça veut dire qu'il n'y a pas des... Si, non. On a des valeurs continues, mais d'après le graphique, on a un graphique qui va pas prendre les différences entre, ça veut dire les valeurs entre, par exemple, ces deux barres. Donc directement de cette partie, donc directement, hop, elle est partie jusqu'en haut. Donc ça, c'est pas vraiment lisse. Donc si on veut lisser le graphique, on peut par exemple utiliser cette fonction KDE plot. Donc cette fonction, elle crée un diagramme d'estimation de la densité de noyau. Ok? Donc comment ça marche? Donc au lieu des bacs discrets, voilà discret. C'est pas catégoriel, c'est discret. Discret, ça veut dire que non continu. Le discret, voilà, j'ai oublié le mot. Le discret, ça veut dire que ce sont des valeurs séparées. Une valeur apparente. Donc il y a une différence entre les valeurs. Il n'y a pas une continuité. Voilà. Dans ce cas, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, ça sont des valeurs discrètes. Ça veut dire qu'il n'y a pas entre 1 et 2. On saute directement de 1 à 2. Mais concernant les valeurs discrètes, ça veut dire qu'on ne va pas directement de 1 à 2. On va par exemple augmenter un petit peu 1,001, 1,002, 1,003, etc. jusqu'à atteindre 2. Donc ça, c'est une augmentation douce. Donc c'est pour cette raison que la fonction KDE plot, ça fait la même chose. Il analyse la distribution des données, mais il donne un graphique lissé. Donc, au lieu des bacs discrets, KDE plot utilise une fonction de lissage de noyau pour estimer la densité de probabilité continue de la variable. Voilà, la probabilité continue, ça veut dire que à peu près il y a telle valeur entre, malgré ces valeurs n'existent pas, par exemple entre par exemple 1 et 2, normalement il n'y a pas de valeur parce que ce sont des nombres discrets, des valeurs discrètes.
Mais avec le KDE, donc, on va prendre une probabilité de présence de valeur entre le 1 et 2 pour ensuite lisser la pente, l'augmentation vers le 2. Donc, les valeurs, c'est 1, par exemple 1, 1,2, etc. Voilà. Quand on la variable, le résultat est une courbe lisse. Voilà, ça nous donne une courbe lisse. Donc, quand est-ce qu'on utilise ça? Donc, pour voir la forme de la distribution de manière plus fluide et continue, et non pas une façon directe, une façon presque extrême directement. Il y a une grande différence entre cette barre et cette barre. Alors là, avec celle-là, donc il y a une grande différence de cette façon. Donc l'augmentation, elle est brutale, elle est brusque. Les changements sont brusques. Donc je vais exécuter le code. Le code, il fait la même chose. Donc ce code, il fait la même chose. Il va afficher le total bills depuis le jeu de données tips. Ok. Donc on va rassembler dans des bacs, dans des bins, le prix total des repas qui se trouvent dans le même intervalle de valeur. Et vous allez voir le résultat. Donc voilà. Normalement, voilà, ça fait rien, ça fait rien. Alors, ce graphique, il fait quoi? Déjà, il fait le lissage grâce à KDE Plot. Ok, le jeu de données, la source, c'est tips. Le X, toujours, c'est total bill, ça veut dire le total des repas. U, j'ai mentionné ça veut dire qu'il va créer deux graphiques. Pour les hommes et pour les femmes, il va donner donc il va séparer les deux valeurs. Il va séparer. Donc, sans cette mention, sans ce paramètre, donc je vais avoir, voilà, je ne peux pas voir la différence entre les hommes et les femmes. Ça, c'est le total, pour les hommes et pour les femmes. Mais si je veux mentionner, donc j'ajoute l'argument U égale sexe pour lui dire que j'aimerais bien que tu sépares, tu donnes plus de détails concernant les hommes et les femmes. Tu fais une comparaison, une séparation entre les valeurs. Et bien sûr, fil, ça veut dire quoi? Égal true, ça veut dire que vous allez remplir le vide entre le tracé et l'axe des X. Si j'enlève ce paramètre, cet argument, donc il va créer une ligne sans le remplissage. Voilà. Et avec ce paramètre, il va remplir avec une couleur, d'après la couleur du sexe. Donc, voilà. Donc ça, c'est le total bills. Et ça, c'est la densité. La densité, donc ça veut dire donc, combien on a dans un échantillon d'éléments, d'observation dans un échantillon. Alors, première chose à voir, donc, on remarque que pour les femmes et pour les hommes, on a toujours les repas entre 10 et 30 ou 25 sont les plus consommés. Donc, c'est pareil pour les hommes et les femmes. Autre chose, par exemple, les hommes consomment plus que les femmes. Voilà. Il y a plus d'hommes qui mangent que de femmes. Voilà. Ça ressemble au graphique cloche, la cloche. Donc, il y a toujours dans les graphiques sous forme de cloche, c'est très connu. Ce sont des graphiques qui nous donnent toujours cette forme. Dans les deux extrémités, c'est peu, mais au centre, c'est toujours qu'il y a le plus de... Donc, le maximum se trouve au centre. Voilà. Ça, c'est une cloche, une sorte de cloche. Donc, les extrémités, c'est faible et le centre, c'est les valeurs les plus extrêmes. Une cloche, ça veut dire que, par exemple, en ce qui concerne l'intelligence, le QI, le taux de côté intellectuel des gens, on trouve toujours le graphique. Donc, si on prend un échantillon de population et on teste leur QI, on va avoir un graphique qui a la forme d'une cloche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux extrémités du graphique, bon, les abscisses, c'est le quotient intellectuel, le QI. Et bien sûr, les ordonnées, c'est le nombre de personnes testées. Non, plutôt le contraire. Ça, les abscisses, c'est le nombre de...
Ah oui, c'est ça. Donc, les abscisses, c'est le côté intellectuel, et les ordonnées, c'est le nombre de personnes testées. Alors, les deux extrémités, ça veut dire quoi concernant le QI? Ça veut dire que les gens, il y a peu de gens qui ont un QI inférieur à, normalement, c'est inférieur à, je crois, 65, je crois, ou... Je crois 65, hein. Ça, ce sont les gens peu intelligents. Non, pas peu intelligents, mais vraiment, dont l'intelligence, elle est détériorée. Donc, ce sont des gens euh, presque pas intelligents. Voilà, on peut dire ça. Pas intelligents. Voilà. Ensuite, donc, on trouve au centre toujours les gens dont le QI est la moyenne. Hein, la moyenne, c'est entre normalement 85 et, je crois, 100 ou 105. Voilà. Donc, les gens dont l'intelligence, elle est moyenne, normale, donc on les trouve ici, dans cette partie. Donc, c'est la cloche. Donc, c'est le pic, presque le pic de la cloche, ok? C'est la montée. Ensuite, l'autre extrémité faible, donc première extrémité faible, ça veut dire les gens pas intelligents. Ensuite, entre les deux, on a les gens normaux, dont l'intelligence elle est moyenne. Ensuite, encore l'autre extrémité, on trouve vraiment les gens hyper intelligents. Hein. Donc, dont le QI, il dépasse, je crois, de 115, je crois, ou 110, jusqu'à, je crois, 180, ou même, il y a des gens qui ont un QI de, je crois, 200. Voilà. Donc, toujours un graphe sous forme de cloche. Donc toujours la moyenne des gens se trouve au milieu. Et les deux extrémités, on trouve toujours. Par exemple, dans la richesse, les pauvres, les moyens et les riches. Voilà. Il est très connu, les graphiques sous forme de cloche. J'ai oublié le nom de la fonction. J'ai oublié le nom. Il y a un nom qui a un lien avec ça. En tous les cas. On va voir maintenant une autre fonction qui s'appelle displot. Cette fonction, c'est tout simplement, c'est pas une fonction comme les autres. Elle parle toujours de distribution, donc elle va analyser la distribution des valeurs. Mais cette fonction, c'est pas un style de graphique bien précis, mais c'est un graphique qui englobe les autres. Donc c'est une sorte de figure, ok? Donc, elle est un conteneur, voilà, pour d'autres fonctions de distribution. Donc, on peut, par exemple, afficher plusieurs fonctions de distribution dans une fonction en utilisant la fonction displot. Donc, c'est un conteneur pour d'autres fonctions de distribution. Donc, je parle toujours distribution, attention, distribution. Donc, elle va créer une figure entière, avec un ou plusieurs axes. Donc, subplot, on a déjà vu ça avec Matplotlib. Donc, ça, c'est une figure, on peut dire ça, c'est une figure. Et à l'intérieur, on va trouver des axes qui sont des fonctions comme KDE plot et, bien sûr, istplot. Voilà, donc on peut mélanger istplot avec KDE plot dans une figure, dans une fonction displot. OK? Voilà, on peut créer des histogrammes, des KDE, et même les deux sur le même graphique. Comment ça marche? Bien sûr, on a un argument très important pour indiquer quel genre de fonction on aimerait bien visualiser. On va utiliser l'argument kind, le type. Kind, si on écrit ist, on va afficher un histogramme. Si on affiche par exemple KD, on va afficher voilà, la fonction de lissage du histogramme. Quand est-ce qu'on utilise ça? C'est pour la création d'une grille de graphique. Donc une grille, on a une grille, donc une ligne de colonne, voilà, ce qu'on appelle en anglais facet grid, pour comparer les distributions entre différentes catégories. Voilà. Donc on va écrire un code. Ce code, on va exécuter ce code. Donc ce code, il contient tout simplement. Bon, ça c'est la logique, c'est la norme. Donc on télécharge, on importe les on télécharge le jeu de données. Ensuite, on va créer deux types d'axes dans une seule figure qui est displot. Donc on va créer displot, la fonction displot qui va créer deux types d'axes. Le premier axe, donc voilà, displot. Donc on fait appel au conteneur de fonction. Et à l'intérieur, bien sûr, la source de données, le X, ok, et le type, c'est histogramme. Le kind, le type, c'est histogramme. Ça, c'est le plus important de displot.
Et bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une séparation. Je vais séparer entre les données pour les fumeurs et les non-fumeurs avec des couleurs. U, c'est couleurs. OK? Si j'écris style, ça veut dire qu'il va modifier le style du tracé. Ça, on trouve ça concernant les scatters, ça veut dire les points, les nuages de points. Ensuite, je l'affiche. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Toujours, je vais faire appel à la fonction displot. Je lui passe la source de données. Le X, toujours, c'est le montant total des repas. Le kind, maintenant, c'est KDE. Et le U, c'est smoker, toujours smoker. OK? Donc, smoker, ça veut dire qu'il va différencier dans les deux couleurs pour les fumeurs et les non-fumeurs, pour faire la distinction. Et bien sûr, fill égale true, ça veut dire qu'il va remplir le vide entre le tracé et l'axe. Je vais exécuter ça. Et voilà, donc, ça, c'est les repas. Toujours la cloche. Et le deuxième, c'est KDE. Donc, le premier, c'est ist plot. Et le deuxième, c'est KDE plot. Voilà. Et toujours, il fait la différence entre fumeur et non-fumeur. Fumeur et non-fumeur. En orange, voilà. Donc, on remarque que les non-fumeurs dans les deux, bon, soit celui-là ou celui-là. Donc, celui-là est plus clair, plus doux. Voilà. Voilà. Donc, on voit que les non-fumeurs commandent moins de nourriture, mangent moins que les fumeurs, les non-fumeurs. Donc, les fumeurs, ils mangent moins que les non-fumeurs. Ah, ça c'est très important. Ça c'est très important. Donc, on peut dire que tout dépend peut-être à cause de la santé. Hein. Ça coupe l'appétit. Peut-être à cause de le coût, donc ceux qui fument déboursent plus d'argent que ceux qui ne fument pas, donc ils préfèrent manger moins, donc à cause de l'argent. Par exemple, un fumeur, donc il a moins d'argent qu'un non-fumeur s'ils ont le même salaire. Donc un non-fumeur, il ne va pas débourser son argent pour les cigarettes, donc il peut manger encore plus. Voilà, il y a plein, peut-être le restaurant n'accepte pas les gens fumeurs, donc un fumeur lorsqu'il mange beaucoup de nourriture par exemple, il prend beaucoup de temps, donc peut-être il aura besoin de fumer, donc dans ce cas il va rapidement commander pour sortir fumer, donc je sais pas, en tous les cas ça c'est l'intérêt des visuels pour voir les différences. Maintenant on va parler du deuxième groupe de fonctions. Donc les graphiques ou les fonctions qui permettent de visualiser la relation entre les variables. Donc on a les trois fonctions suivantes qu'on va découvrir. Donc rel plot, donc relation plot, scatter plot, ça c'est pour les nuages de points, et line plot, donc pour toujours voir la relation entre les variables. Donc ces fonctions sont utilisées donc, pour visualiser les relations entre deux ou plusieurs variables. Donc on commence par le premier scatter plot. Donc ça c'est pour le nuage, nuage de points. Donc il va créer un nuage de points, hein, comme on a déjà vu avec Matplotlib. Quand est-ce qu'on utilise ça? C'est pour visualiser la relation entre deux variables continues. Okay. Donc il est idéal pour identifier des tendances, des regroupements de données ou des valeurs aberrantes, toujours. Alors, comment ça marche? Donc on va toujours on va mentionner les X et les Y. On va utiliser Seaborn qui va créer un tracé entre les points. Donc on peut utiliser des arguments. Ce code crée, donc on va utiliser le code suivant. Donc ce code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un graphique de nuages, de points, qui montre si les clients qui fument ont tendance à laisser des pourboires différents de ceux qui ne fument pas. Voilà. En fonction du montant de leur addition. Est-ce que les fumeurs donnent des pourboires différents que ceux qui ne fument pas en fonction du montant de leur addition? Donc, on aura besoin, bien sûr, du jeu de données. On va le télécharger. Ensuite, on va utiliser la fonction scatterplot. On va faire appel à cette fonction. Le X, c'est le total de l'addition. Le Y, c'est le pourboire. Et la source de données, c'est tips. Et bien sûr, on va faire la différence entre fumeur et non-fumeur. Par des couleurs différentes. Donc, U. On utilise U.
on affiche le graphique, et voilà le résultat. Donc là, on a, bien sûr, ça, c'est les deux sexes, hein. C'est mélangé, on ne sait pas où sont les femmes, où sont les hommes. Mais en tous les cas, là, on a fait la différence, non pas par le sexe, mais par smoker, c'est-à-dire les fumeurs. En bleu sont les fumeurs, et en orange sont les non-fumeurs. Voilà, no, yes. Donc, on remarque que pour le bleu et pour l'orange, on a toujours la même chose. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Et ils suivent toujours une régression linéaire, hein. Donc, ils progressent vers une droite, presque une droite. Plus le prix du repas augmente, plus le pourboire augmente. Donc, on peut prédire les... Donc, il n'y a pas une grande différence. Ça fait rien. On laisse l'analyse des données, donc des graphiques, dans une prochaine leçon. Maintenant, on va voir line plot. Donc, line plot, il va créer un graphique en ligne, hein. Donc, il permet de visualiser la relation entre deux variables lorsque l'une d'entre elles représente une séquence comme le temps. Voilà. Ça, c'est très important. Par exemple, lorsqu'on a une variable qui représente un temps, l'année, seconde, heure, peu importe, on utilise de préférence line plot. En général, ça va être l'axe des abscisses. Quand est-ce qu'on utilise ce genre de fonction, de graphique? C'est pour montrer une tendance au fil du temps ou à travers une autre variable ordonnée. Voilà, x, y. Normal. Donc, on va utiliser ce code. Donc, ce code, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un graphique, en ligne bien sûr, pour visualiser l'évolution du nombre de passagers. Donc, on parle d'avion, voyage par avion, les passagers d'avion au fil du temps. Donc, on va visualiser cette évolution au fil du temps, normalement les années. Donc, chaque année, on a un nombre de passagers. Donc, on va englober on va prendre toutes ces années d'études, d'observation, on va les mettre dans l'axe des abscisses, et ensuite, dans l'ordonnée, on va avoir le nombre de passagers. Donc, on va télécharger un autre jeu de données. OK? Donc, les différentes années sont représentées par des lignes de couleurs distinctes. Donc, chaque année, elle va avoir sa propre couleur de ligne. Et dans le visuel, on va rapidement comprendre l'évolution du nombre de passagers. Normalement, plus les années augmentent, plus le nombre de passagers augmente à cause du nombre d'avions qui circulent, qui est plus important. La sécurité aérienne, elle est plus améliorée. Les conditions de voyage sont plus améliorées. L'expertise, et le nombre de pilotes augmente à travers les formations. Voilà, donc normalement, le nombre de passagers augmente. Bien sûr, l'économie, elle évolue, les relations internationales évoluent, donc il y a plus de gens qui voyagent, qui travaillent en dehors de leur territoire, donc ils ont besoin d'avions pour travailler ailleurs. Donc pourquoi? Grâce aux technologies, grâce aux ces moyens, une entreprise elle a des filiales un peu partout, donc des employés qui voyagent, donc etc. Donc tout ça, normalement, le nombre de passagers augmente avec les années. Donc ce qu'on va faire, on va télécharger le jeu de données. Donc on va lui donner le nom de flight à partir bien sûr d'internet, à partir du fichier flight, donc le jeu de données flight qui se trouve sur internet. On va créer une variable, fly payment, hein. Cette variable, c'est quoi? C'est tout simplement un data frame. Ça, c'est un data frame. On va le créer à partir de ce data frame. Mais pourquoi? Lorsqu'on télécharge celui-là, il n'est pas vraiment bien organisé pour l'utiliser dans notre requête, notre graphique qui visualise l'évolution du nombre de passagers à travers le temps, au fil du temps. Pour cette raison, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un autre data frame qui va regrouper toutes les années. Parce que, tout simplement, dans le data frame, par défaut, on a plusieurs années distribuées. Donc, non pas une année et le nombre de passagers. Donc, on a des années un peu partout sur les lignes. Donc, on va les grouper d'après une seule année. Donc, par exemple, 1970. Dès qu'on trouve 1970 une autre fois, on va prendre la même entrée, donc la même ligne, et on va additionner quoi? On va additionner le nombre de passagers qui ont voyagé pendant cette période.
Parce que dans une année, on a plusieurs mois. Voilà. Donc, par exemple, 1970, on a janvier, février, mars, avril. Donc, nous, on cherche à additionner additionner le nombre de voyages, le nombre de passagers de toute l'année 1970. Donc, on va prendre le nombre de passagers de janvier, de février, de mars, d'avril, etc. On va les additionner, hein, pour dire que ça, c'est le nombre de passagers de l'année 1970. Donc, on va additionner tous les nombres de passagers et le nombre de voyageurs pour chaque mois de chaque année. Pour cette raison qu'on utilise un autre data frame. Donc, ce data frame, on va grouper par année et par mois. Ok? Donc, group by year, month. Ensuite, on va ajouter ça. C'est pour éviter un message d'alerte qui s'affiche. Voilà. Donc, ça, c'est question de compatibilité avec les prochaines versions. Donc, normalement, là, il est pré-compatible avec une nouvelle version de Panda. Ensuite, bien sûr, on va faire une agrégation. On a déjà vu ça. L'agrégation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer dans le data frame, elle va créer une nouvelle colonne qui s'appelle Passengers. Et cette nouvelle colonne, elle contient l'addition du nombre de passagers de data frame flight. Non, c'est pas la moyenne, c'est la somme. Voilà, c'est la somme. Elle va faire la somme de tout le nombre de passagers pour chaque mois de toute l'année. Donc elle va prendre chaque mois de chaque année et elle va les additionner. Elle va les mettre dans une nouvelle colonne qui s'appelle Passengers. Bon, cette partie, elle fait quoi? Reset index, ça veut dire qu'elle va afficher un data frame qui ressemble à celui-là. Ça veut dire que l'année, elle ne va pas la mettre une seule fois. Ensuite, donc elle va mettre l'année, la même année, elle va la dupliquer plusieurs fois pour chaque somme. Normalement, c'est ce qu'elle fait, cette commande. Donc, ce paramètre convertit les colonnes groupées, donc année et mois, utilisées comme index après l'opération group by en colonne standard. Cela simplifie l'utilisation du data frame obtenu. Je vais afficher le data frame pour comprendre tout ça. Donc, j'aimerais bien l'afficher. Donc, on va afficher les deux pour comprendre. Hein. Print. Voilà. Voilà, on va l'afficher. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer bien sûr notre graphique, line plot, avec la fonction line plot. Le X, c'est les mois. Et le Y, c'est le nombre de passagers. Et il va faire la distinction entre les... Donc, on va faire la distinction entre le graphique, les données, à travers les années, bien sûr. Chaque année, donc je vais avoir une couleur distincte. Et bien sûr, le jeu de données, donc je vais le soustraire, donc je vais utiliser les données qui se trouvent dans le deuxième data frame transformé, ok? Le deuxième data frame que j'ai groupé par année et par mois, et dont j'ai fait la somme des nombres de voyages que j'ai mis dans la nouvelle colonne Passengers. Et bien sûr, j'ai gardé la structure du data frame comme à la version originale. Je vais exécuter le code. Donc là, tout simplement, ah oui, c'est bon. Là, j'ai affiché, donc je vais supprimer ça. Donc j'ai déjà ajouté le code pour imprimer flight et flight by month. Donc data frame modifié. Après le groupage, j'ai la somme, l'agrégation. J'exécute le code et normalement, il va me donner un graphique qui contient plusieurs lignes pour chaque année. Et voilà. Voilà, des informations cruciales. Donc logiquement, mon hypothèse a été juste. Donc j'ai des années de 1950 jusqu'à 1960. Donc la couleur, c'est un dégradé du clair vers le foncé. Du clair vers le foncé, donc ça veut dire que le nombre de voyageurs augmente avec les années. Donc j'avais raison. Ok? Autre chose.
On remarque dans la période estivale, donc entre mai et septembre, il y a un pic de voyageurs. Donc ça veut dire que ça, c'est tout simplement les vacances. Novembre, donc il y a une diminution. Ça suit toujours presque la même règle pour toutes les années. Toujours la même période, il y a un pic, donc un creux, un pic, un creux, un pic, un creux. Hein. Novembre, les gens ne voyagent pas beaucoup à cause du l'hiver. Donc les températures, etc., la mauvaise condition de, 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 de voyager. Le décembre augmente à cause de la fin, les fêtes de fin d'année, donc la Noël, plus le Nouvel An. Et juste après janvier, donc on a une diminution vers février. Donc ensuite, une augmentation pour mars. Donc ça, c'est les conditions météorologiques qui s'améliorent. On a une stabilité pour toutes les années, à part pour 1960, peut-être il y a eu des événements. Donc si on fait une recherche pour avril de 1960, peut-être on trouve quelque chose, par exemple, je ne sais pas. Par exemple, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est le nombre de passagers pour un pays ou un État. Peut-être un événement, les JO ou la Coupe du Monde ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc normalement, en 1961, 1970, c'est encore plus, et toujours vers la même variation. Là, ce sont les data frames. Ça, c'est le data frame original. Et ça, c'est le data frame après modification. Donc, vous remarquez que j'ai toujours years, months, passengers, years, months, passengers. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai ajouté cette partie-là, recette index. Ça veut dire qu'il va avoir, donc il va remodeler le graphique, le data frame pour avoir la même structure que l'original. Si j'enlève cette partie et j'exécute, bien sûr, je vais avoir les mêmes résultats, mais concernant les deux data frames, donc voilà le même graphique, voilà le même. Mais le data frame, vous remarquez ici que ça, c'est la différence, c'est years, j'ai une seule entrée pour l'année et plusieurs mois. Et le nombre de passagers. Ok? Bien sûr, il fait toujours l'agrégation après. Après, il fait l'agrégation, ça veut dire qu'il fait la somme de tout ça. Très bien. Donc, juste pour voir l'intérêt de la recette index, la méthode recette index. Maintenant, on va voir pour cette leçon la dernière fonction. Toujours, on parle de le groupe pour visualiser les relations entre les valeurs, les observations. On va voir le real plot. Donc, normalement, c'est la même chose que le précédent. Le displot, voilà, le displot. Le real plot, c'est une fonction, une sorte de figure. C'est ce qu'on appelle figure level function, une fonction de niveau figure. Donc, c'est un conteneur qui va contenir d'autres fonctions ou graphiques de type, par exemple, scatter plot ou line plot, qu'on a déjà vu avant. Toujours la même famille. Donc, on ne peut pas, par exemple, utiliser real plot. Et à l'intérieur, on utilise, par exemple, le kind. L'argument le plus important, c'est kind. Le kind. On ne peut pas utiliser, par exemple, ici, par exemple, KDE plot. Pourquoi? Parce que tout simplement, KDE plot, c'est une autre famille. C'est la famille pour faire voir la distribution de données. Et non pas la relation entre les observations. Donc, KDE plot, il permet de voir la distribution des observations, mais scatter plot, il permet de voir la relation entre les observations. Et real plot, avec real plot, on doit utiliser seulement les graphiques ou les fonctions de type relation, voire visualisation de la relation entre les observations. C'est ça. Si j'utilise par exemple ici KDE et j'exécute le code,
Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Plot kind, KDE, not recognized. Il n'est pas reconnu. Voilà. Voilà. Par contre, ici, on l'a utilisé, on n'a pas eu de problème. Mais lorsqu'on l'a utilisé ici, donc, il m'a dit qu'elle n'est pas reconnue. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fonction, c'est un conteneur pour les fonctions ou les graphiques de type visualisation de la relation entre les données. Alors, donc, quand est-ce qu'on utilise RelPlot? Donc, c'est pour comparer des relations entre plusieurs sous-groupes de données. Par exemple, utiliser le lineplot avec, par exemple, scatterplot. On va utiliser kind pour choisir la fonction. Donc, on va afficher ce code. Ce code, toujours, on revient aux données du restaurant. Donc, on va afficher le total de l'addition du repas et le type. Donc, on va voir le lien qui existe entre le pourboire et le prix total du repas. Voilà, de la commande. Ok, la source, toujours c'est tips. Et bien sûr, on va utiliser call égale times. Ça, c'est la nouveauté. Pourquoi? Parce qu'avec la fonction replot, on va utiliser le principe des colonnes et des lignes. Comment ça? Donc, on va utiliser l'argument kind pour spécifier quel genre de fonction on va utiliser avec RelPlot, avec ce conteneur. On peut utiliser ensuite l'argument call ou row. Donc là, on a utilisé call pour colonne et row pour ligne. En tous les cas, ça c'est pour créer des graphiques multiples basés sur les catégories d'une autre variable. Donc là, j'ai la variable time, parce que dans tips, si vous vous souvenez de tips, donc je vais l'afficher pour comprendre ça. Tips, voilà. Donc j'ai une colonne qui s'appelle time. Time, ça veut dire qu'il y a deux types de commandes. Soit dîner, j'ai oublié l'autre. Hein. En tous les cas, j'ai deux types de commandes. Dîner ou petit déjeuner, l'autre, j'ai oublié. En tous les cas, on verra ça dans le résultat. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas faire la différence. Donc, entre, il va pas faire la distinction avec des couleurs toujours, parce qu'on a mentionné ici le col. Donc, il va faire une couleur différente pour, non pas pour sexe ou pour smoker, comme on a déjà vu, mais pour time, dinner, ok? Pour le dîner. Alors, j'exécute le code. Très bien, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a affiché deux graphiques. Le premier graphique, le total du repas plus le pourboire. Ici, le total du repas, le pourboire, toujours. Mais le premier graphique, c'est concernant le lunch, donc le petit déjeuner. Et le deuxième, c'est le déjeuner, le dîner. Voilà. Ça, c'est lunch, le petit déjeuner. Et ça, c'est le dîner. Ok? Donc, on a pu avoir ce résultat. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé un conteneur qui est RelPlot. Voilà. Ok? Donc, vous remarquez que là, par exemple, il y a peu de commandes pour les petits déjeuners, mais il y a beaucoup de commandes pour les dîners. Mais toujours, il y a une concentration concernant les prix entre 10 et 20. Donc, le temps du petit déjeuner, il y a toujours les mêmes des commandes plus importantes concernant les valeurs entre 10 et 20 $, comme pour le dîner. Donc, toujours la même proportion. Donc, si on utilise par exemple la distribution des données, donc on trouve toujours la cloche pour soit pour le lunch ou le dîner.